Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui fascine autant qu'il intimide. Le trading à très haute fréquence, le scalping. On a sous les yeux un dossier assez dense, des guides techniques, des analyses de marché et même des retranscriptions de traders en pleine action. Notre mission, décortiquer une stratégie qui semble être un secret de polichinelle chez les pros, le Swing Failure Pattern ou SFP. On va essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche et surtout ce qui sépare un signal valable d'un piège coûteux. C'est un excellent point de départ. Parce que le SFP, c'est bien plus qu'une simple figure sur un graphique. C'est l'occasion de regarder la mécanique cachée des marchés, de comprendre comment la liquidité, l'essence même du trading, est constamment recherchée, déplacée, capturée. C'est presque une leçon sur la physique des marchés, en fait. De détenir une position quelques secondes, de multiplier les opérations pour des gains minuscules. Ça a l'air absolument frénétique. C'est le mot juste. Le scalping est un marathon couru à la vitesse d'un sprint. La philosophie, c'est de ne pas chercher à prédire le grand mouvement de la journée, mais d'exploiter les micro-fluctuations constantes. Pour que je sois viable, il y a des conditions, disons, non négociables. Une sorte de trépied. D'abord, une liquidité massive. Il faut pouvoir entrer et sortir de positions importantes sans faire bouger le prix soi-même. Ensuite, des spreads, donc l'écart entre le prix d'achat et de vente, quasi nul. Si cet écart est trop grand, il mange d'avance le petit profit qu'on vise. Ah oui, c'est un peu comme essayer de faire un profit en achetant et revendant une boisson dans un distributeur. Si la machine prend une commission de 20 centimes à chaque fois, il faut que le prix de la boisson augmente de plus de 20 centimes pour qu'on gagne quelque chose. C'est exactement ça. Voilà, c'est une excellente analogie. Et le troisième pied, c'est une exécution des ordres parfaite et instantanée. Le moindre décalage, ce qu'on appelle le slippage, et l'opportunité s'est envolée, ou pire, elle s'est transformée en perte. C'est pour ça que les scalpers sont obsédés par la vitesse de leur connexion Internet et la qualité de leur courtier. On comprend tout de suite que ce n'est pas un hobby du dimanche. Les sources sont très claires là-dessus, le stress est immense, la discipline doit être quasi militaire, ce n'est clairement pas un terrain de jeu pour les débutants. Absolument. C'est une spécialisation extrême du trading. Alors venons-en à notre fameux SFP. Une des sources le qualifie de piège à liquidité. J'aime beaucoup l'expression, elle est très, très imagée. Concrètement, ça ressemble à quoi sur un écran? Imaginez un sommet de prix important, atteint il y a quelques heures. Le prix remonte, le dépasse d'un cheveu. Et au lieu de s'envoler, paf, il s'effondre dans la direction opposée. C'est ça un SFP. C'est l'anatomie d'une fausse cassure, d'un failed breakout. Le mouvement au-delà du sommet précédent n'était qu'un leurre, une feinte. Le vrai mouvement, celui qui offre l'opportunité, c'est le retournement brutal qui suit. Mais attendez, cette idée de piège, ça sous-entend une intention. On entend souvent parler de la smart money, ces grands acteurs institutionnels, qui organiseraient des chasses au stop. Est-ce que ce n'est pas un peu une vision de, disons, de théorie du complot des marchés, ou est-ce un phénomène mécanique presque inévitable? C'est une excellente question et elle est au cœur de la compréhension des marchés. On peut le voir comme un complot, mais il est plus juste de le voir, comme je le disais, comme de la physique. Un fonds d'investissement qui veut vendre pour 500 millions d'euros d'un actif ne peut pas juste appuyer sur un bouton «Vendre». Il n'y a pas assez d'acheteurs en face à ce prix-là. Il ferait s'effondrer le cours. Il a donc besoin de trouver une énorme poche de liquidité, c'est-à-dire un endroit où des milliers d'ordres d'achat sont concentrés. Et cet endroit, c'est juste au-dessus des anciens sommets. Là où tous les traders qui parient sur la baisse placent leurs ordres stop-loss pour limiter leurs pertes. Précisément. Un stop-loss, c'est sur une position de vente, est un ordre d'achat. En poussant légèrement le prix au-dessus de l'ancien sommet, ces grands acteurs déclenchent en cascade des milliers d'ordres d'achat de précaution. Ça crée un volume d'achat artificiel et massif, la contrepartie parfaite pour qu'ils puissent écouler leurs énormes positions de vente sans faire chuter le prix. Une fois leur vente absorbée, la pression acheteuse artificielle disparaît. Et le prix, il retourne à sa tendance naturelle, souvent avec violence. C'est fascinant. Donc ce n'est pas forcément malveillant, c'est juste la solution la plus efficace pour un problème de taille. Et le SFP, c'est la trace de cette manœuvre sur le graphique. On passe d'une vision où l'on se sent chassé à une vision où l'on comprend les courants de liquidité pour essayer de nager avec eux. C'est tout à fait ça. On apprend à reconnaître les traces du passage des baleines. Mais pour ça, il faut des règles très strictes. Sinon, on voit des SFP partout. Les sources s'accordent sur un protocole de validation en 3 étapes qui sont non négociables. D'accord, alors décortiquons ce protocole. Quelle est la première étape?
La première, c'est le balayage de liquidité. Il faut que la mèche de la bougie, et seulement la mèche, aille violer le niveau de prix clé, l'ancien sommet ou creux. C'est l'acte de chasse au stop. La mèche va chercher la liquidité au-delà de la frontière, mais elle n'y reste pas. La mèche agit comme une sonde, en fait. Une incursion éclair pour déclencher les stops. Ok, j'ai ça. Quelle est la deuxième règle, qui je suppose est la plus importante? Exactement. Et c'est là que la deuxième règle devient cruciale, la règle de clôture. Le corps de cette même bougie doit impérativement clôturer à l'intérieur de la zone de prix précédente, c'est-à-dire sous l'ancien sommet dans notre exemple. C'est la confirmation formelle de l'échec de la cassure. Ça me semble contre-intuitif. On nous apprend souvent que la clôture de la bougie est le plus important, qu'elle confirme la direction. Là, vous dites que la mèche part dans un sens et le corps dans l'autre, et que c'est cette contradiction qui crée le signal. C'est le cœur du concept. La mèche nous raconte l'histoire de la bataille qui a eu lieu pendant la période de temps de la bougie, et le corps nous dit qui a gagné. Ici, la mèche montre que les acheteurs ont tenté une percée, mais la clôture à l'intérieur montre que les vendeurs ont non seulement repoussé l'attaque, mais ont repris le contrôle. Si le corps de la bougie clôturait au-delà du sommet, le signal SFP serait totalement invalidé. Ce serait le signe d'une vraie cassure, pas d'une fausse. D'accord, la dissociation mèche-corps est la clé. C'est le signe d'un violent rejet. Et la troisième confirmation? C'est le volume. Un pic de volume significatif doit accompagner ce mouvement. Pensez à ça comme entendre une porte qui claque dans une maison silencieuse. Un petit mouvement de prix sans volume, c'est peut-être juste un courant d'air. Le même mouvement avec un pic de volume 2 à 3 fois supérieur à la moyenne, c'est quelqu'un qui vient d'entrer ou de sortir avec force. On ne peut pas l'ignorer. Ce volume confirme qu'une transaction institutionnelle majeure a probablement eu lieu. Sans ce pic, le risque que ce soit juste du bruit de marché est bien plus grand. Donc, si on récapitule. 1. La mèche dépasse le niveau. 2. Le corps clôture à l'intérieur. 3. Le volume explose. Si ces trois conditions sont réunies, on a un signal SFP à haute probabilité. On a un signal technique à haute probabilité. Mais ce n'est que la moitié du travail. Toutes les sources insistent lourdement sur un point. Le contexte est roi. Un SFP qui apparaît au milieu nulle part n'a pas la même valeur qu'un SFP qui se forme à un endroit stratégique. C'est là qu'intervient l'analyse sur plusieurs unités de temps, j'imagine. On ne peut pas juste regarder un graphique de 5 minutes et espérer comprendre toute l'histoire. C'est impossible. Le principe de la confluence multipériode est fondamental. On utilise une unité de temps supérieure, disons le graphique en 4 heures ou journalier, pour identifier la tendance de fond et les zones de support et de résistance majeures. C'est notre carte routière, quoi. Ensuite, on zoome sur une unité de temps plus courte, comme le 5 ou 15 minutes, pour chercher notre signal SFP à des endroits clés identifiés sur la carte. Donnons un exemple concret. Si la tendance sur le graphique 4 heures est clairement haussière, on est dans un courant porteur. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait chercher que des SFP haussiers sur le graphique 5 minutes, c'est-à-dire des fausses cassures de creux? C'est l'approche la plus sûre et la plus recommandée. Justement, c'est comme attendre que le courant du fleuve ralentisse pour former un petit remous, puis sauter dans un kayak pour continuer dans le sens du courant principal. On trade un micro-renversement qui est en fait une confirmation de la tendance de fond. Tenter de trader un SFP baissier dans une tendance de fond haussière, c'est vouloir remonter le fleuve à la nage. C'est possible, mais c'est infiniment plus risqué et épuisant. D'accord. On cherche donc un renversement à court terme qui va en réalité dans le sens du courant principal à long terme. Ces stratégies semblent incroyablement puissantes, mais aussi très précises. J'imagine que si on se trompe, même d'un cheveu, la sanction est immédiate. Ça me fait penser que la gestion du risque doit être absolument impitoyable, non? Impitoyable est le mot juste. C'est la différence entre un scalper qui dure et un qui disparaît en quelques semaines. Un seul trade mal géré peut effacer des dizaines de petits gains accumulés patiemment. Heureusement, la beauté du SFP, c'est qu'il nous donne un plan de gestion du risque très clair. Comment ça? Où est-ce qu'on place le filet de sécurité, le fameux stop loss? Le placement est mécanique et logique. Le stop loss doit être positionné juste de l'autre côté de l'extrême de la mèche de la bougie du SSP. Si le prix retourne à ce niveau, cela signifie que notre hypothèse de fausse cassure est erronée et que la cassure est peut-être bien réelle. Du coup, il n'y a plus aucune raison de rester dans la position. Le SFP nous donne notre point d'invalidation sur un plateau. D'accord, donc le signal lui-même nous dit où est notre porte de sortie en cas d'erreur. C'est très propre. Et pour la prise de profit, c'est souvent là que la psychologie nous joue des tours. Ah, c'est le nerf de la guerre.
En scalping, on ne vise pas des gains mirobolants. Les ratios risque-rendement sont souvent assez faibles, typiquement entre 1 pour 1 et 1 pour 1,5. C'est-à-dire que pour chaque euro risqué, on espère en gagner entre 1 et 1,5. Ça implique qu'il faut avoir raison très souvent. Un taux de réussite élevé est nécessaire pour être rentable. Et comment gère-t-on le sortie pour maximiser les chances? On prend tout d'un coup? Une stratégie très populaire, recommandée dans les sources, est le scaling out, la prise de bénéfices partiels. Imaginez, vous entrez sur un SFP haussier. Le prix monte rapidement et atteint votre premier objectif qui est un gain égal à votre risque, le fameux ratio 1-1. À ce moment-là, vous clôturez une partie de votre position, disons 50 ou 75%, et simultanément, vous déplacez votre stop-loss sur le reste de la position à votre point d'entrée. Ah, et à ce moment-là, le reste de la position devient un trade sans risque. On a déjà empoché un profit et le pire qui puisse arriver, c'est de sortir à zéro sur la partie restante. La pression psychologique doit chuter d'un coup. Exactement, c'est énorme pour la gestion mentale. Le reste de la position peut être géré plus sereinement, en visant un deuxième objectif plus lointain ou en sortant au prochain signe de faiblesse. Mais le point le plus crucial, martelé dans toutes les sources, c'est la taille de la position. Le capital risqué sur chaque transaction doit être un pourcentage minuscule et fixe du compte total. Jamais plus de 1% et souvent 0,5%. C'est la seule règle qui garantit la survie à long terme. Bon, si on fait la synthèse, le scalping avec le SFP est loin d'être un simple jeu de détection de figures. C'est un système complet. Ça commence par une analyse macro sur des unités de temps longues pour identifier le courant. Puis on zoome pour guetter le signal technique précis, le balayage, la clôture, le volume à un endroit stratégique. Et une fois qu'on est dans le trade, on exécute un plan de gestion du risque et de sortie qui est prédéfini et non négociable. C'est une excellente synthèse. Et on n'a même pas encore insisté assez sur l'aspect psychologique. Il faut agir de manière totalement contre-intuitive. On vend juste après que le prix a fait un nouveau plus haut, ou on achète juste après un nouveau plus bas. Ça va à l'encontre de tous nos instincts grégaires qui nous crient de suivre la foule qui achète la cassure. Il faut une discipline de fer et une confiance totale dans son système qui ne peut s'acquérir qu'après des centaines d'heures de pratique en simulation avant même de risquer le moindre erreur réel. Pour conclure, il y a une idée qui me reste en tête. Une source décrit comment les traders qui se sont fait piéger par le SFP sont ensuite forcés de liquider leur position à perte. Leurs ordres stop qui se déclenchent, leurs ventes paniquées, ce sont ces actions qui alimentent et accélèrent le mouvement de retournement dont profite le scalper. Ça soulève une question un peu vertigineuse. Sur les marchés, la perte d'une personne est-elle toujours, d'une manière ou d'une autre, l'opportunité d'une autre? Et comment est-ce que cette compréhension change notre regard sur le marché qui cesse d'être un graphique aléatoire pour devenir un jeu structuré, bien que complexe, autour de la quête incessante de liquidité?